Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat organisé par France Fraternité et Ouzbek et Rika. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Razika Nani et Didier Lesky pour ce débat intitulé «La laïcité a-t-elle un avenir au-delà de nos frontières?» Alors, nous sommes dans ce merveilleux lieu situé dans le 18e, les libraires associés. Merci à son patron, Jacques Dess, de nous accueillir. Et puis, je précise que la librairie a une exposition Retour en enfance avec des albums anciens et vintage. C'est ouvert jusqu'au 31 décembre et même les dimanches. Et donc, il suffit de sonner, de pousser la porte du 3 rue Pierre d'Hermy, à 2 pas de l'église Saint-Bernard, de ce couvre-feu. Et je voudrais passer la parole tout de suite à Thierry Keller. On a des débats en France qui sont extrêmement vifs autour de la laïcité, à la fois extérieure et intérieure de ce concept. Tout d'abord, j'aimerais revenir très rapidement sur les difficultés que aujourd'hui la laïcité en France. Je cite 2 éléments. Aujourd'hui en France, il y a une partie de la population française qui réclame une autre conception de la laïcité, pas celle que les philosophes français ont pensé, ont conçue et qui est inscrite dans la loi française. Donc c'est une laïcité au fait qui réclame le droit d'exercer le culte, mais elle oublie que la laïcité, si elle garantit cette liberté de l'exercice du culte, elle garantit aussi d'autres libertés, et elle garantit aussi l'égalité, elle garantit aussi un modèle de société qui est le modèle français, qui a comme objectif de vivre tous ensemble et non pas de vivre en communauté juxtaposée. Élément qui est la religion, et je parlerai de la religion musulmane qui s'est implantée en France récemment et qui est fondée sur des éléments qui ne sont pas compatibles, je dirais, avec la laïcité. Le premier, c'est que l'islam est une religion qui ne sépare pas le politique du spirituel ou la dimension juridique de la dimension spirituelle. Donc il y a la dimension juridique, alors que la laïcité est c'est justement le fait que la société est administrée par la raison, par les lois de la République, et non pas par la religion. Le deuxième élément, c'est que l'islam est une religion qui se vit davantage dans l'espace extérieur. Donc, il n'y a pas de différence ou de frontière entre espace intérieur et espace extérieur, alors que justement, la laïcité veut que la religion soit davantage une question privée, qu'elle reste dans l'espace privé. Donc, ces 2 éléments font que beaucoup de musulmans voient dans la laïcité un système hostile à l'islam, et la laïcité aussi éprouve ou rencontre des difficultés avec la religion musulmane. Évidemment, parce que l'islam n'a pas encore fait sa réforme pour qu'il puisse s'adapter avec le système laïcité. Ce n'est pas le refus de la religion, évidemment, mais ce n'est pas le rejet de la religion, mais le refus que la religion administre la société. Étant donné que dans toutes les sociétés, il n'y a pas une religion, il y a plusieurs religions, et même quand il y a une religion, il y a plusieurs façons de comprendre et de pratiquer la même religion. Donc, si la religion administre la société, cela revient à dire qu'il y a une religion qui va dominer les autres, ou que la société va se former sous forme de communautés qui vont vivre les unes à côté des autres, mais pas ensemble. Or, ce modèle de société, je pense qu'il n'est pas à l'abri de guerres, de religions, si, évidemment, il y a parmi ces religions une qui a des tendances dominatrices. Donc, il suffit qu'il y ait une religion parmi celles-ci qui veut dominer, on peut aller vers des guerres de religion. Le deuxième élément, la laïcité, ne s'oppose pas à la religion. Je dirais, moi, au contraire, la laïcité
permettra à la religion de retrouver sa vraie nature. Que la religion existait avant les trois monothéistes. Donc, lorsque l'être humain a pensé à la religion, c'était pour qu'elle réponde à ses besoins spirituels et qu'elle réponde et qu'elle le réconforte dans ses angoisses existentielles. Ensuite, la religion a été utilisée pour des fins politiques. La laïcité, qui va l'obliger à ne plus se mêler de la politique, l'obligera en quelque sorte à retrouver sa nature première. Maintenant, un État qui se réclame et qui se dit avoir une religion officielle. Pour moi, cet État se déclare appartenir à une religion. Dans ce cas, il se déclare être l'État de la partie de la population qui croit à cette religion. Pierre? Oui, c'est très clair et en même temps, si j'ose dire, bon, vous déclarez que la laïcité ne s'oppose pas à la religion, c'est évident, c'est la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, c'est un principe de neutralité pour les agents du service public, et immédiatement, vous avez aussi une façon de poser le débat qui semble mettre hors jeu l'islam. Il n'y a pas d'incompatibilité, a priori, entre l'islam et la laïcité, dès lors que on respecte les préceptes même de la laïcité. Donc, et 95% des personnes de culture musulmane aujourd'hui vivent très bien avec la laïcité dans notre pays. C'est pas ce que disent tous les sondages, hein, Pierre. Je me permets. Mais on pourra avoir le débat avec nos invités. Oui, on va avoir le débat avec nos invités et ce sera intéressant d'ailleurs, Thierry, tu précises les éléments qui font dire autre chose. Mais moi, ce qui me paraît important maintenant de débattre, c'est sur la question de l'exportabilité du concept de laïcité. Alors, j'aimerais juste avant de répondre à votre question, revenir un petit peu sur ce que Pierre-Henri a dit tout à l'heure. Quand je parle de l'islam, je distingue bien. Quand je parle de l'islam, religion, les musulmans. Et dans les musulmans, nous avons les musulmans pratiquants. Nous avons ce qu'on appelle musulmans, mais en fait, ils sont que de culture musulmane. Peut-être qu'ils sont plus musulmans, mais ils portent des noms arabes, ils appartiennent à des familles musulmanes, mais en réalité, ils ne sont pas. Donc, en effet, il y a beaucoup de ces personnes-là qu'on appelle musulmans, qui sont juste de culture musulmane, ou encore, il y en a aussi d'autres qui sont musulmans, mais qui se contentent de faire la prière, peut-être, de respecter le jeûne, mais pas au-delà, pour pouvoir vivre et s'intégrer dans la société française. Évidemment, quand ils veulent être pratiquants, ils se retrouvent devant un islam qu'on leur propose qui ne permet pas cette séparation de la religion et de la politique. Maintenant ce concept est peut-être exporté. Moi, je ne vois pas pourquoi un concept qui a pu être pensé et conçu et que l'esprit humain a pu concevoir en France, pourquoi le reste de l'humanité ne pourrait pas le concevoir. Évidemment, s'il y a des conditions qui sont réunies, il faut qu'il y ait des conditions qui permettent donc de concevoir ce concept et de l'accepter. Ces conditions de maturité humaine, d'abord, il faut arriver à une certaine maturité pour accepter que la religion de l'autre soit au même niveau que la mienne. Parce que dans tout cela, il y a ceux qui pensent que leur religion est meilleure et qu'elle doit dominer. Donc, il faut d'abord arriver à cette maturité pour accepter que l'autre soit au même niveau que moi et sa religion également. Donc, il faut cette maturité. Il faut également avoir la volonté, justement, de faire de la religion une question privée. Et c'est là où la réforme de l'islam s'impose. Et la troisième chose, je dirais, il faut aussi avoir la capacité
de comprendre la profondeur de la laïcité autant que système moral et social, car la laïcité ne se résume pas à la séparation de la religion et de la politique. Beaucoup le voient comme ça, séparer la religion de la politique. Mais séparer la religion de la politique n'est qu'un moyen pour accéder, pour aller vers ce système moral, social, qui est celui de la laïcité, où tous les individus sont égaux, où il y a l'égalité, la liberté et tous la fraternité, ces principes qui fondent la laïcité. Maintenant, est-ce que la laïcité a déjà été acceptée ailleurs? Elle s'est déjà exportée? Je dirais oui. Pas exactement comme on la comprend en France ou comme elle a été elle est pratiquée en France ou comme on la comprend en France, mais il faut aussi dire que il y avait, je parlerai peut-être au passé, mais il fallait du temps peut-être pour qu'elle puisse s'installer d'une manière du concept. Ça n'a pas été le cas. La Turquie a déclaré dans sa constitution en 1937 qu'elle était laïque, mais le religieux, il prend quand même aujourd'hui de plus en plus de la place dans la politique turque. La séparation du politique et du religieux a commencé à être utilisée dans la pensée arabe, écrite en arabe, donc d'expression arabe, vers la fin du 19e siècle. Elle a été revendiquée, défendue par notamment des penseurs, des intellectuels, des philosophes libanais qui voyaient dans cette laïcité un moyen pour accéder à la citoyenneté à parts égales que dans un pays où ils vivaient avec des musulmans, mais aussi pour protéger le Liban des guerres des religions. Donc, ils voyaient dans cette laïcité un moyen très intéressant. Le problème, ça n'a pas réellement abouti, étant donné que le religieux a pu s'imposer, le religieux qui a considéré que cette laïcité était étrangère à l'islam et qu'elle était, parce qu'elle est souvent présentée dans le monde musulman comme étant la séparation de l'Église et de l'État. Évidemment, pour les religieux, si c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc elle n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ils ont beaucoup, c'est un des éléments, hein, ce sont pas tous les éléments qui ont conduit à… Comment c'est traduit, comment c'est traduit laïcité en arabe? Alors, au départ, le terme laïcité n'avait pas d'équivalent en langue arabe et on disait tout simplement séparation de la religion et de la politique. Donc, c'était l'expression qui a été utilisée. Ensuite, les linguistes voulaient un terme pour désigner la laïcité dans la langue arabe. Et là, c'est là où le problème s'est posé. C'est quand on a essayé de créer un terme et on a créé un terme qui est Almaniya. Almaniya qui vient du terme Alam, qui veut dire monde. Donc, voilà, la laïcité ça veut dire un système qui s'occupe plutôt de ce que nous vivons dans ce monde. Or, en langue arabe, il n'y a pas de voyelle. En fait, les mots, on les apprend par cœur. Et quand un mot n'a pas de voyelle, il est nouveau, vous ne savez pas bien comment le lire. Donc, beaucoup de gens le lisaient ilmaniya, avec un i, qui veut dire, ça vient de ilm, et qui veut dire science. Donc, la population arabophone qui lit en arabe ne sait plus quel est le sens du terme. Est-ce qu'on est dans le ilmaniya ou ilmaniya? Donc, et quand on n'arrive pas à bien concevoir un terme, évidemment, on a tendance à le rejeter. Et évidemment, il y a d'autres éléments. En Maghreb, on a plutôt, on l'a traduit laïkia. Parce qu'on est francophone, on a décidé, comme on a traduit Marxia, démocratia, on l'a traduit tout simplement laïkia. Mais comme a dit Didier, avec le recul de la francophonie au Maghreb, avec donc l'arabisation qui a fait que les Maghrébins se sont plus tournés vers le Moyen-Orient, c'est le terme ilmaniya qui s'impose. Je pense que si la France a fait de 1905 soit appliquée en Algérie, peut-être qu'en 62 on aurait un autre comportement, mais ce n'est pas le cas et la religion revient de plus en plus
pas seulement en Algérie, dans tout le monde musulman, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et ailleurs, c'est le retour du conservatisme musulman. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, intégriste? Donc, ce n'est pas la seule. Concernant les sociétés musulmanes, évidemment, il y a eu un projet de modernisation et même de sécularisation de ces sociétés qui a été lancé au début, à la fin du 19e jusqu'aux années, disons, 1950 et qui était très intéressant. Mais je pense, et c'est la même question qui se pose aujourd'hui, dans un pays qui veut se moderniser, où il y a la laïcité, ou juste qui veut se séculariser, si les religions ne se réforment pas pour accepter cette modernisation, eh bien, ça posera problème. Surtout avec une religion comme l'islam, qui est le spirituel et le juridique. Et dans le monde musulman, le mouvement réformiste de l'islam, du début du 20e, la fin du 19e, début du 20e siècle, était généralement, on dit réformistes, mais ce n'était pas vraiment des réformistes. Le peu qui ont essayé réellement de réformer n'ont pas réussi. Ils étaient très peu et ils n'ont pas réussi. Et voilà, donc c'est le retour du religieux qui n'ont pas réussi à se construire. Et même la langue française, au Maghreb, est considérée comme faisant partie de l'autre monde qui ne fait pas partie de l'islam. Elle aussi, elle est mise à mal par le conservatisme. Et tous ces éléments, évidemment, ne sont pas favorables pour la modernisation de la société. Mais j'aimerais quand même… De notre débat, de l'heure de débat tout à fait passionnante. Et dans le conducteur qui est le nôtre, nous souhaitions vous poser la question suivante. Est-ce qu'il existe une méthode pour faire de la laïcité un outil d'émancipation Radhika, vous avez, on parlait évidemment de l'Algérie et vous avez vécu des années 90 de sinistre mémoire. On voit, on parlait de cinéma à l'instant, on voit notamment dans le film Papicha d'une jeunesse progressiste. Vous avez vu les marches en Algérie l'année dernière, comment les jeunes du nouveau qui réclament le changement, qui étaient déjà présents dans les printemps arabes, cette catégorie de personnes en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Mais au niveau de la politique, c'est là où ça bloque. Les populations, on a des conservateurs, mais il y a aussi les autres qui veulent le changement. En même temps, on reste des sociétés conservatrices où la partie peut-être, ceux qui sont conservateurs sont peut-être plus nombreux. Je ne sais pas, il n'y a pas de, on n'a pas les chiffres. Mais d'une manière générale, il y a des personnes qui veulent le changement, mais c'est au niveau des États qu'il y a de plus en plus ce retour au conservatisme. Par exemple, en Algérie, c'est en 2016 qu'on a introduit dans la Constitution que la liberté d'expression est limitée par la religion, la culture. Je ne pense pas ce qui peut rester pour cette liberté avec autant de contraintes. Mais l'espoir est là et Pierre-Henri a posé la question, est-ce que la laïcité est un moyen d'émancipation? Je dirais elle-même est une émancipation et un moyen d'émancipation en même temps, parce que pour arriver à accepter que la religion, notre religion, et chacun de son côté, sa religion, devienne ou fasse partie de l'espace privé, c'est qu'il est déjà émancipé. Évidemment, la laïcité va encore nous permettre de nous émanciper pour aller vers une société où il y a l'égalité entre tous les êtres humains et que dans l'espace extérieur, nous soyons tous unis par la loi et par les valeurs qui sont des valeurs universelles et non pas par les particularités de chacun selon sa religion. Donc, c'est un moyen d'émancipation, évidemment, mais qui a besoin d'être compris. Je dirais que c'est le devoir de la France de permettre à ce concept d'aller vers les autres et d'être compris par d'autres populations. Bien. Écoutez, c'est sur ces mots d'optimisme finalement pour sur
Voilà, parce qu'un débat doit se terminer. Je voudrais remercier une nouvelle fois les libraires associés qui nous accueillent dans cet écrin formidable au sein de la Goutte d'Or. Remercier évidemment Razika Adnani, dont on peut trouver les différents ouvrages, ainsi que Didier Lesky. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci Razika, merci Didier, merci Thierry. Merci à toi, Pierre. Et puis à la prochaine. À la prochaine.